Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Alors aujourd'hui, on va aborder la biophysique des rayons X. D'accord? On va tout d'abord faire une petite introduction, la découverte et tout, donc historiquement et tout. Puis on va parler des origines, des caractérisations des rayons X, leur production, la classification des rayons X, les missions des rayons X, spectre continu, spectre discontinu et les compléments de la physique atomique. Alors c'est parti. Les rayons X, donc, ce sont des rayons électromagnétiques. Et on avait vu ça dans le classement des rayonnements électromagnétiques à haute fréquence. D'accord? On avait vu ça, que les rayons X et les rayons gamma, ce sont les rayonnements électromagnétiques qui ont la plus haute fréquence. D'accord? C'est vrai que, donc, ils sont de même nature, mais ils ne sont pas produits de la même façon. D'accord? Les rayons X sont produits lors des transitions électroniques, mais les rayons gamma sont produits lors de la désintégration radioactive, d'accord? Plus précisément, lors de la désexcitation des atomes. La désexcitation des atomes. Et d'autres processus nucléaires et tout. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Alors, les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques à haute fréquence constitués de photons, d'accord? Bien sûr, dont la longueur d'onde varie de 0,1 angstrom jusqu'à 100 angstrom, d'accord? Et ce sont des rayons à haute énergie qui part de quelques électronvolts à de dizaines de méga-électronvolts. Donc, ce sont des rayonnements ionisants. D'accord? Voilà. Alors, c'est ça pour l'introduction. Historiquement, ces rayons X sont découverts en 1895 par William Conrad Roentgen. Voilà. C'est un physicien allemand qui a reçu le premier prix Nobel de la physique. Et il lui donna le nom habituel de l'inconnu mathématique, X, parce qu'il ne connaît pas c'est quoi ces rayonnements. En fait, il avait, comment on dit, échauffé un filament, puis ces électrons sont voilà, absorbés par une cible, et puis il avait vu sa main comme ça. Donc, c'était des rayons inconnus pour lui. C'est pour ça il lui donna le nom de X. Voilà. Ces rayons sont produits lors des transitions électroniques. Ça veut dire quoi? Alors, on va commencer petit à petit. Donc, on a le tube de Coolidge. Le tube de Coolidge, ça, c'est un tube qui est constitué d'une anode et d'une cathode et avec une certaine différence de potentiel entre les deux. D'accord? Il va tout d'abord échauffer la cathode, le filament, d'accord? Et puis, par cet effet thermique, il y aura l'émission des électrons qui sont accélérés par une certaine tension. D'accord? Voilà, accélératrice qui doit être grande, de dizaines de milliers de volts. Parce que
si cette tension accélératrice n'est pas grande, donc il n'y aura pas d'émission des rayons X. D'accord? Voilà. Et la tension est souvent confondue avec la notion de la différence de potentiel. En fait, la tension, c'est quoi? La tension, c'est la circulation du champ électrique le long d'un circuit électrique. D'accord? Du champ électronique plutôt. La différence de potentiel et la différence de potentiel entre deux points. D'accord? Du circuit. Donc, alors, ces deux notions sont équivalentes en régime stationnaire. Ça veut dire indépendant du temps, comme le courant continu par exemple. Mais dans le cas des courants alternatifs, par exemple, la circulation du champ n'est plus conservative. D'accord? Donc, la notion de différence de potentiel va perdre sa valeur physique. D'accord? Donc, il vaut mieux qu'on dit la tension accélératrice et non pas une différence de potentiel. Donc, tension accélératrice d'ordre de dizaines de milliers de volts. Voilà. Et puis, ces électrons vont bombarder une cible appelée la node ou l'anticathode. D'accord? Et là, il y aura cette interaction entre les électrons de la cathode qui sont accélérés, donc qui ont une certaine énergie cinétique, qui est au maximum si elle est égale à leur énergie, à l'énergie des photons X émis, d'accord? Donc à E0 des rayons X émis, donc EC. Donc vont interagir avec les atomes de l'anode. Et là, il y aura deux types d'interactions. Soit avec le noyau, soit avec le cortège électronique de ces atomes. D'accord? Voilà. Je vais tout expliquer. D'accord? L'électron accéléré est dirigé vers l'anode. Haute tension U entre l'anode et la cathode. Longueur d'onde limite dépend de la tension appliquée. Oui. Pourquoi? Alors, j'ai dit que le rayon X le plus énergétique est le rayon X qui va comporter toute l'énergie cinétique de l'électron incident. D'accord? Donc, l'énergie du photon qui est H fois C sur la longueur d'onde limite est égale à l'énergie cinétique de l'électron. Donc, énergie cinétique max. D'accord? C'est ça ce que cette diapositive veut dire. Donc, si vous allez avoir une question de calculer cette lambda limite, donc vous allez voir dire que E0 est égal à H fois C sur lambda limite et E0 est égal à EC max. Et l'énergie max, c'est quoi? C'est toute la tension fois un électron. Donc, c'est ça l'énergie cinétique. C'est U fois E. Donc, U, c'est en volts et E, c'est en E, donc électron-volt. D'accord? L'énergie cinétique en électron-volt. Mais quand vous allez calculer lambda, vous allez la convertir en joules. D'accord? Et un électron-volt égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19. Moins 19
moins 19 joules. Voilà. Excusez-moi. Un électronvolt n'égale pas, alors est équivalent à 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, parce que c'est pas la même chose. Alors, un électronvolt n'égale pas à ça. Alors, c'est la, comment on dit? Ça, c'est la charge de l'électron. D'accord? En volt. Voilà. Et donc, quand vous voyez, quand j'ai expliqué ça, donc quand lambda minimum diminue plutôt, c'est l'onde limite. Et l'onde limite doit être la plus petite possible pour avoir une plus haute énergie, d'accord? Parce que ces deux sont inversement proportionnels. Voilà. Donc, lorsque U augmente, attendez. Donc, voilà, vous voyez ici. Donc, ça, lambda 0 égale à quoi? À H fois C sur l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, ça, c'est quoi? C'est H fois 1 sur U fois E. Donc, vous voyez, quand lambda diminue, U augmente. Et quand U augmente, lambda diminue. Voilà. Classification des rayons X. Bien sûr, bien sûr. Quand il y aura des rayons X à haute fréquence, ils vont être très durs. D'accord? La fréquence. Donc, 3 fois 10 puissance 20, comme vous voyez ici, sont très durs. Durs, mou, très mou, ultraviolet. Voilà. D'accord? Donc, très dur, ça veut dire qu'ils ont une très très grande... comment on dit? Ils sont très pénétrants. D'accord? Et donc, ils ont une très grande énergie. D'accord? Ils sont très durs. Et mou, très mou, ultraviolet, etc. etc. D'accord? Dans le vide, ici, la classification. Émission de rayons X. Interaction des électrons rapides avec les atomes de l'anode. Oui, alors j'ai dit ça. Alors, il y en a des rayonnements de freinage. C'est l'interaction avec les noyaux atomiques. Attendez. Alors, l'électron incident accéléré va entrer en collision avec l'atome. Donc, l'atome est constitué d'un noyau de charge positive et des électrons. Alors, on va parler du rayonnement de freinage. Quand l'électron accéléré de charge négative va, comment on dit, passer près du noyau, il va être dévié, d'accord? Si son chemin était comme ça, il va être dévié, d'accord? Comme ça, l'électron. Donc, il va perdre une certaine énergie de son énergie cinétique, d'accord? Énergie cinétique, blablabla. Il va perdre une certaine énergie cinétique, donc Naya, il va être énergie cinétique finale. Et l'énergie cinétique perdue va être ce rayon X. Voilà. Un photon. Un tout petit photon. Un photon X. Photon X. Voilà. Son énergie égale à l'énergie cinétique 0 de l'électron moins l'énergie cinétique finale. Voilà. Mais le rayonnement de freinage
n'est pas juste la collision avec les noyaux atomiques, d'accord? Mais aussi avec le cortège électronique. Avec l'électron lui-même, d'accord? Parce que après, alors je vais expliquer. Alors, quand un électron va entrer en collision avec, alors on a l'atome, les électrons. Par exemple. Etc., etc. Donc, on avait dit qu'il y a cet électron accéléré va entrer en collision avec l'atome, soit avec le noyau où il va être dévié par sa charge positive, soit il va, comment on dit, frapper un électron de l'atome. D'accord? Va entrer en collision avec l'un des électrons de l'atome et il va lui, comment on dit, donner une certaine énergie. D'accord? Il va le transmettre une certaine énergie. D'accord? Il va lui transférer plutôt. Désolé. Il va lui transférer une certaine énergie. D'accord? Par exemple, il va être en collision, non pas avec ça, mais par exemple, ça c'est l'électron incident, il va être en collision avec ça. Mais ça ne peut pas être juste parce que la couche K ne participe pas aux transitions électroniques parce qu'elle a une très grande énergie de liaison. Ces électrons ont une très grande énergie de liaison avec l'atome. D'accord? 60 quelque chose ou 59 quelque chose. D'accord? Électron-volt. Ou bien kilo-électron-volt. Peu importe. Alors, ils ont une très grande énergie. D'accord? Si je vais faire ça. D'accord? Pour bien expliquer. Couche L va être en collision avec cet électron. Soit une collision frontale. Si cette collision est frontale, donc l'énergie est maximum. D'accord? Est maximum et ça ne peut pas être juste, en fait. Donc, cet électron va, par exemple, être arraché de l'électron ou transiter de cette couche vers cette couche. Par exemple. Et donc, l'atome va, comment on dit, lui revenir soit ici, selon des énergies. Et ça, c'est la transition électronique. Et ça, c'est ça vraiment qui va, comment on dit, participer à la formation du spectre discontinu de Ray. D'accord? Alors, je vais expliquer bien ça. Attendez. Tout d'abord, je vais terminer ce rayonnement de freinage. Alors, interaction coulombienne avec les noyaux atomiques. C'est pour ça, rayonnement de freinage, on dit avec l'atome. Mais bien sûr, avec le cortège électronique, il y a aussi un spectre continu. D'accord? Vous voyez ici. Il y a un spectre de Ray et un spectre continu. Alors ça, c'est un spectre continu. Et ça, ce sont les rays caractéristiques dont je vais parler. D'accord? Attendez. Interaction coulombienne avec les noyaux atomiques, décélération
des électrons, variation d'énergie cinétique des électrons. On avait dit ça, d'accord. Ils vont être freinés par la charge positive du noyau parce qu'ils ont une charge négative. Donc, voilà. Réellement sous forme de photons X. Alors, on a 7 spectres continus. Et voilà. Tadam! Lambda limite égale à H fois C sur l'énergie cinétique max. Voilà. Ça, c'est lambda limite. D'accord? Ils n'ont pas forcément tous les photons. D'accord? Parce que c'est vraiment un cas rare où l'électron va perdre toute son énergie cinétique. D'accord? C'est vraiment rare. Donc, là, c'est le spectre continu qui est égal à K fois I fois Z fois E0 moins E. Et E, c'est l'énergie totale. C'est l'énergie du photon. L'énergie du photon. D'accord? C'est pour ça E égale à EC max. C'est l'énergie du photon ici. C'est pour ça ici, on voit c'est 0. D'accord? Voilà. Vous devez mémoriser cette loi parce que vous allez la voir dans les questions de calcul. Donc, K fois I fois Z fois E0 moins E. Ça, c'est le spectre continu. C'est D phi sur D E. Phi, c'est le flux. D'accord? Voilà. Passons ensuite au spectre caractéristique de l'anode ou l'anticathode. Collision avec les électrons des couches profondes, des cortèges électroniques, ionisation des atomes de l'anode, état excité, et puis le retour à l'état fondamental. D'accord? Est associé à l'émission de photons X. D'accord? C'est ce que j'étais en train de dessiner. Mais je vais la répéter. Encore une fois avec ça. D'accord? Avec les lois de la transition électronique. N, c'est le nombre quantique principal. Quantifie l'énergie totale de l'électron. D'accord? L, c'est le nombre quantique secondaire. Quantifie le moment cinétique orbital. Alors, on avait vu ça en chimie. M, c'est le nombre quantique magnétique. S, c'est le nombre quantique de spin. 1,5 ou moins 1,5. Donc, J, c'est le nombre quantique quantifiant le moment cinétique global. Orbital et propre. Condition, c'est sur les nombres quantiques. Delta S soit plus ou moins 1 et delta G soit 0 soit plus ou moins 1. Règle de sélection dont je vais parler. Attendez. Alors, pour la transition électronique et le spectre discontinu spécifique de ray. Alors, on a un rayon incident qui va être en collision avec un électron de l'atome. Et pourquoi j'ai mis 8 ici? En fait, c'est la couche numéro 2, la couche L, parce que la couche K ne participe pas aux transitions électroniques. Je répète. Voilà. Alors, cet électron incident a une certaine énergie cinétique. Où il va la transférer... non, pas complètement. S'il va transférer complètement son énergie cinétique aux électrons ici de l'atome, c'est-à-dire que c'est l'énergie maximale, d'accord?
C'est-à-dire que cette collision est frontale, d'accord? Exactement frontale. Exactement frontale. Mais c'est pas le cas. D'accord? C'est vraiment rare. Vraiment rare. Donc, cet électron va être arraché. D'accord? Arraché. Donc, la place ici va être vide. Donc, il y aura la transition de cet électron ici. D'accord? Et cette transition, donc, va nous donner ce rayon X. Et l'énergie de ce rayon X est la différence des énergies des liaisons de ces couches ou de ces sous-couches. D'accord? Voilà. C'est ça la transition. Mais la transition a des conditions, d'accord? Delta L égale à plus ou moins 1 et delta G égale à 0 ou plus ou moins 1, d'accord? Par exemple, couche M, N, O. Donc ici, c'est entre l'énergie du rayon X égale à l'énergie de liaison de finale, donc de L moins WM. D'accord, c'est toujours l'énergie de liaison finale moins l'initiale. D'accord, c'est ça. Voilà. Pour les règles de transition, alors, par exemple, on a pour la couche K, on a que, voilà, S, une sous-couche S. D'accord? Pour attendez. Les règles de transition sont 3. Delta N est supérieur à 0. Donc, il n'y aura pas de transition dans la même couche. Par exemple, L. Delta L doit être plus ou moins 1. D'accord? Donc, il n'y aura pas de transition dans les sous-couches qui ont la même nature. Par exemple, c'est 2L, par exemple. On peut avoir une transition, on ne peut pas avoir cette transition, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas avoir une transition dans la même couche. Et même cette transition est impossible. Parce que les sous-couches sont de même nature, S. Donc, il y aura soit celle-là, soit celle-là. D'accord? Vous comprenez ici. Donc, delta N est supérieur à 0. Donc, il n'y aura pas de transition dans la même couche. Et delta L est soit, c'est plus ou moins 1. D'accord? Et global, donc le spectre global, ce sont tous les photons émis lors de cette bombardement des électrons de la cathode vers l'anode. D'accord? Donc, c'est l'association des deux. Donc, on aura un spectre continu et des rayons. Voilà. C'est ça. Pour la puissance du rayonnement X et le rendement, et vous allez le voir souvent dans les calculs. Donc, on aura la puissance électrique. C'est la puissance totale. D'accord? Totale. C'est la puissance consommée. D'accord? C'est ça, c'est la puissance consommée. D'accord? Dans le tube de rayon X. Et la puissance égale à quoi? À U fois I. C'est ça. On avait vu ça
au terminal et tout. Donc, P égale à U fois I. Voilà, c'est la puissance électrique, la puissance totale, la puissance consommée et tout. En fait, le 99% de l'énergie cinétique de l'électron incident va être converti en chaleur. D'accord? En chaleur. Et non pas en photon X. C'est seulement 1% de l'énergie cinétique de l'électron incident qui va être converti en énergie. C'est le photon X. D'accord? Mais c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit auparavant que c'est vraiment rare. Rare. Bon, je dis pas impossible, mais bon, c'est rare où toute l'énergie cinétique de l'électron incident va être convertie en photon. En fait, c'est vraiment rare. Donc, la puissance dissipée, ou on dit puissance convertie en chaleur, égale à la masse de tube, si on dit un tube en tungstène ou quelque chose comme ça, fois la chaleur spécifique de tube, quelque chose comme ça, fois delta θ et θ c'est la température sur delta T. D'accord? C'est ça. C'est la puissance dissipée sous forme de chaleur. Le tube à rayon X. D'accord? Voilà. Attendez. Par exemple, dans les exercices, vous allez voir, sachant que la masse de l'anticathode supposée, blablabla, de ce tube est M égale à ton. Voilà. Que sa chaleur spécifique, donc Cp égale à l'élévation de la température, donc delta θ, en 2 secondes. Parce que delta θ varie en fonction du temps. D'accord? Et on vous donne la puissance dissipée, d'accord, sous forme de chaleur, et vous allez la trouver, d'accord. Et faites attention aux unités, d'accord. Faites vraiment attention aux unités, parce que quand la puissance est en watts, Cp doit être en joules par Donc si on vous donne Cp par en calories ou litres atmosphère, donc vous allez la convertir en joules, d'accord. Voilà, et il nous reste bien sûr, donc comme l'énergie, la puissance totale, une partie de l'énergie totale est convertie en chaleur, donc il y en a une autre partie qui va être convertie en rayon. Donc la puissance du rayon X est quoi? Est l'intégrale. Donc c'est la surface, d'accord? Le spectre continu. L'intégrale de DE, de dφ sur DE. Bien sûr, fois DE. Voilà. Égal à quoi? À 1/2 K fois I fois Z fois E0 au carré. Et voilà. Voilà le rendement. Et bien sûr, la puissance totale égale à la puissance dissipée plus la puissance, comment on dit, rayonnée, d'accord, par le tube. Donc le rendement égale à la puissance rayonnée sur la puissance totale. Et voilà, on a terminé le cours
des rayons X. Voilà.